En l'été 1940, un jeune pilote de la RAF ouvrit la trappe de son bombardier Whitley au-dessus de la rure et jeta un paquet ficelé avec de la corde. À l'intérieur, il n'y avait pas de bombe. Il y avait du papier, des millions de feuilles imprimées contenant des messages destinés à la population allemande. Certains aviateurs, épuisés par le froid à 12 000 mètres d'altitude, jetèrent les paquets sans même couper la ficelle. Des projectiles de papier compact à 300 km/h tenaient la guerre aérienne en 1939. Un an plus tard, cette même force allait larguer 450 tonnes de bombes incendiaires sur des villes entières, dans l'intention scientifiquement calculée de créer un enfer impossible à éteindre. 6 ans. 600 000 personnes mortes sous les bombes en Europe, des villes réduites en gravats qui mettraient des décennies à disparaître. Et encore aujourd'hui, lorsque l'on marche dans les centres historiques reconstruits de Hambourg, de Dresde ou de Cologne, il y a dans le design quelque chose de trop propre, de trop ordonné pour être ancien. Ceci est le récit de la guerre la plus meurtrière jamais menée dans le ciel. Avant de continuer, je tiens à vous montrer quelque chose qui en vaut particulièrement la peine, je crois, si vous êtes un véritable passionné de la Seconde Guerre mondiale. Ces derniers mois, nous avons travaillé sur une collection consacrée exclusivement à l'un des épisodes les plus impressionnants du conflit. La bataille de Berlin de 1945. Nous avons rassemblé plus de 200 photographies historiques, inédites ou très rarement vues, organisées dans une collection photographique qui permet de parcourir visuellement les derniers jours du Troisième Reich. Il ne s'agit pas simplement des mêmes images qui apparaissent encore et encore dans les documentaires. Nous avons recherché des photographies moins connues montrant les rues de Berlin, des soldats, des véhicules, des bâtiments détruits et des scènes capturées pendant ces jours décisifs de 1945. L'origine d'une idée, la bombe née dans les Balkans. La première bombe aérienne moderne de l'histoire a un inventeur connu et une date précise. Le 16 octobre 1912, le capitaine de l'armée bulgare Simeon Petrov adapta une série de grenades pour être lancées depuis un biplan Albatros F-2 piloté par Radul Milkov sur une gare ferroviaire turque pendant la première guerre balkanique. Petrov modifia ensuite le The Conception en lui ajoutant une queue stabilisatrice et une fusée d'impact. La bombe résultante, pesant 6 kg, devint l'équipement standard de l'armée bulgare jusqu'en 1918, et les plans du dispositif dit de Chatalza furent transférés plus tard à l'Allemagne, alliée de la Bulgarie pendant la Première Guerre mondiale. Une invention née dans les Balkans pour détruire une gare ferroviaire allait, 3 décennies plus tard, détruire la Bulgarie depuis les airs. La graine de la guerre aérienne était plantée. Ce qui mit du temps à croître, ce fut la théorie qui la transformait en arme stratégique. En 1921, le général italien Giulio Douhet publia Il Dominio dell'Aria, connu en anglais sous le titre The Command of the Air. Douhet était artilleur de formation et avait commandé l'une des premières unités d'aviation de l'armée italienne. L'expérience des tranchées de la Première Guerre mondiale, cette épouvante immobile qui coûta des millions de vies sans faire bouger le front que de quelques kilomètres, le convainquit que l'avenir de la guerre se trouvait là-haut. L'avion, argumentait-il, pouvait sauter par-dessus les armées et attaquer directement le cœur de l'ennemi, ses villes, ses industries.
sa volonté de résistance. Douhet alla plus loin que n'importe quel autre stratège de son époque. Il proposa que la guerre moderne devait commencer par une attaque immédiate et massive sur les villes ennemies en utilisant une combinaison de bombes explosives, incendiaires et d'agents chimiques. L'objectif déclaré était de terrifier la population civile au point que le gouvernement se verrait contraint de capituler avant que ses armées ne puissent se mobiliser. C'était brutal dans son honnêteté. La distinction entre combattants et civils, disait-il, était devenue non pertinente dans la guerre moderne. La théorie de Douhet ne fut pas immédiatement populaire dans tous les états-majors européens, mais ses idées pénétrèrent rapidement la pensée militaire anglo-saxonne. En Grande-Bretagne, le maréchal de l'air Hugh Trenchard, connu comme le père de la RAF, adopta des postulats similaires, bien qu'avec un accent mis sur les objectifs industriels plutôt que sur la pure terreur. Dans les années 30, le ministère de l'Air britannique élabora une série de plans connus sous le nom de Western Air Plans, parmi lesquels le WA5 prévoyait des attaques contre l'économie industrielle allemande, en particulier le district de la Ruhr. Ces plans étaient ambitieux sur le papier. En pratique, la force capable de les exécuter n'existait pas encore. À la fin des années 30, la Royal Air Force disposait de 488 bombardiers de tout type. Beaucoup étaient obsolètes. Les bombes standards de 250 et 500 livres présentaient une proportion de charge explosive avoisinant seulement 25% du poids total, bien inférieure aux bombes allemandes équivalentes, qui doublaient cette proportion en ajoutant de la poudre d'aluminium. Les systèmes de navigation étaient primitifs. Les pilotes et navigateurs apprenaient la navigation astrale en observant les étoiles pour s'orienter au-dessus de l'Allemagne dans l'obscurité. Dans quelle mesure cela fonctionnerait en pratique dans des conditions réelles de combat, personne ne l'avait encore vérifié. En Allemagne, le processus fut différent. La Luftwaffe, reconstruite en secret à partir de 1933 et déclarée publiquement en 1935 au mépris direct du traité de Versailles, avait appris la guerre aérienne au combat réel pendant la guerre civile espagnole et la campagne japonaise en Chine. Sa doctrine était tactique, orientée vers le soutien des opérations terrestres. Des bombardiers à moyenne portée coordonnés avec des blindés et de l'artillerie. Ernst Udet, l'as de la Première Guerre mondiale qui dirigeait le développement technique de la Luftwaffe, s'éprit du bombardement en piqué après avoir assisté à une démonstration d'avions de la marine américaine en 1933. Le résultat fut le Junkers Ju-87 Stuka, symbole acoustique du Blitzkrieg, doté de sa sirène d'alarme conçue pour terrifier les troupes ennemies au sol. La Luftwaffe a construit une force pour gagner des batailles rapides. La RAF a construit une force, en théorie, pour gagner une guerre longue en attaquant l'économie ennemie. Aucune des deux n'était pleinement préparée à ce qui commença le 1er septembre 1939. Ce même jour, le président Franklin D. Roosevelt envoya une lettre aux principales puissances européennes impliquées dans la crise polonaise, leur demandant de s'engager publiquement à ne pas bombarder les villes ni les populations civiles. Hitler répondit aux chargés d'affaires américains à Berlin que cela avait toujours été son critère. Le Premier ministre britannique Neville Chamberlain fit de même. Les Polonais, dont le territoire brûlait déjà, convenirent que leurs pilotes respecteraient les mêmes restrictions tant que l'ennemi en ferait de même. Aucun de ces engagements n'avait de force légale en droit international et aucun ne durerait. L'apprenti sorcier, le Bomber Command en ses premières années. Le Bomber Command de la RAF a été créé en 1936 à la suite d'une réorganisation de l'arme aérienne. Il avait son siège à High Wycombe, au nord-ouest de Londres, et sa structure était celle d'une force purement offensive. Tous les escadrons de bombardement étaient sous un commandement centralisé, contrairement à la Luftwaffe allemande, qui répartissait ses unités entre différentes flottes aériennes et leur unique fonction était de bombarder. Le commandement était, par définition, un organisme dédié à définir quoi attaquer, à développer la technologie pour le détruire et à entraîner le personnel pour y parvenir. Lorsque le Bomber Command est entré en guerre à l'automne 1939, son commandant en chef était le maréchal de l'air Edgar Ludlow Hewitt. C'était un homme parfaitement conscient des limites de sa force. Il y avait beaucoup trop peu d'aérodromes capables de faire fonctionner des avions lourds. L'entraînement au bombardement était insuffisant.
Les cartes du nord-ouest de l'Allemagne manquaient, et le parc aéronautique était, pour le dire poliment, hétérogène. Les bombardiers légers comprenaient le Fairey Battle, un monoplan de 1933 déjà obsolète en 1939, et le Bristol Blenheim IV, à l'autonomie limitée et à la charge de bombes minimale. Les soi-disant bombardiers lourds de la période, en réalité des moyens selon n'importe quel standard de la guerre, étaient au nombre de 3, le Vickers Wellington, l'Armstrong Whitworth Whitley et le Handley Page Hampden. Le Whitley, avec ses moteurs Rolls-Royce Merlin, pouvait transporter 3000 livres de bombes à 800 km de distance et avait une vitesse maximale de 357 km par heure. Le Wellington, le plus réussi du trio, pouvait transporter 4500 livres de bombes à une vitesse maximale de 400 km par heure. Sa construction géodésique, un fuselage à ossature en treillis, le rendait exceptionnellement robuste. Mais tous ces avions manquaient d'aide à la navigation électronique comparables aux systèmes allemands, d'un armement défensif suffisant pour résister aux attaques de chasseurs et de bombes dotées d'un réel pouvoir destructeur. Les restrictions politiques des premiers mois furent brutales pour le moral du commandement. À l'exception d'attaques contre des objectifs navals et quelques points de la côte de la mer du Nord, le Bomber Command était contraint de voler au-dessus de l'Allemagne, en y jetant des milliers de tracts, des vols de propagande, des missions qui duraient des heures par des températures de moins 40 degrés, traversant la mer du Nord dans l'obscurité pour larguer des prospectus que, dans bien des cas, personne ne ramasserait. Certains aviateurs, épuisés et furieux, jetaient les paquets sans même couper la ficelle. Ils avaient ainsi au moins une chance de faire du mal à quelqu'un. Du reste, les rares opérations de combat furent désastreuses. Le 4 septembre 1939, une petite attaque contre la côte allemande coûta 23% de la force attaquante. Le 29 septembre, un raid de bombardiers Hampden sur Heligoland se solda par la perte de la moitié des appareils envoyés. En octobre, le ministère de l'Air ordonna que les bombardiers lourds opèrent principalement de nuit. L'obscurité offrait une protection, mais au prix de rendre presque impossible la localisation et l'attaque d'objectifs spécifiques. En mars 1940, les chefs d'état-major conclurent que le Bomber Command était trop faible et trop peu préparé pour accomplir quoi que ce soit d'efficace dans un avenir prévisible. Quand l'offensive allemande sur l'Ouest éclata le 10 mai 1940, tout changea. Ce fut aussi le jour où le gouvernement de Neville Chamberlain chuta pour être remplacé par un cabinet dirigé par Winston Churchill. Churchill n'avait aucun scrupule moral ou légal quant à l'utilisation de bombardiers contre des cibles en zone civile. En tant que ministre des Munitions en 1917, il avait été un ardent défenseur des attaques aériennes à long rayon d'action sur l'Allemagne. En tant que ministre de l'Air après la guerre, il avait joué un rôle clé pour assurer l'avenir indépendant de la RAF. Son arrivée au pouvoir était le signal qu'attendaient les chefs du Bomber Command. Dans la nuit du 11 au 12 mai 1940, 2 jours après le début de l'invasion allemande à l'ouest et 1 jour après l'accession de Churchill au pouvoir, 37 bombardiers moyens et légers attaquèrent des objectifs industriels et de transport dans la ville rhénane de Mönchengladbach. 4 personnes périrent, dont une citoyenne anglaise qui y résidait. L'embargo international convenu en septembre 1939 avait pris fin. Le 15 mai, le cabinet de guerre prit la décision formelle d'approuver une stratégie de bombardement intensif contre des objectifs allemands où des pertes civiles pouvaient survenir, pour autant qu'il s'agissait d'objectifs militaires appropriés. La nuit du 15 au 16 mai, 99 bombardiers moyens frappèrent des cibles dispersées dans la Ruhr. C'était le commencement d'une offensive qui ne s'achèverait qu'en mai 1945. Mais le commencement est un mot trompeur. Ce qui s'ensuivit à l'été 1940 fut la démonstration de ce que pouvait accomplir un commandement préparé sur le plan doctrinal mais défaillant sur le plan technique. Les résultats s'avérèrent humiliants.
Une étude photographique des frappes contre l'industrie aéronautique allemande en juillet 1940 révéla que sur 10 attaques, seuls 2 hangars avaient été détruits. Sur 31 installations pétrolières bombardées, une seule paraissait endommagée. Un témoin nord-américain assistant à une tentative de la RAF pour bombarder une usine Daimler-Benz à Stuttgart décrivit comment les pilotes tournèrent pendant une demi-heure au-dessus de la métropole pour tenter d'identifier l'objectif, avant qu'aucune des bombes finalement lâchées ne touche l'usine. Un pilote du Bomber Command écrira plus tard que les objectifs précis en été 1940 étaient inutiles, dès lors que les équipages ne parvenaient même pas à trouver la cité qu'ils étaient censés frapper. La majeure partie des bombes de la RAF s'abattaient dans la campagne allemande, même celles délibérément orientées vers les forêts. Churchill avait insisté à plusieurs reprises pour tenter d'embraser les bois allemands afin de provoquer une crise alimentaire, ne parvenaient pas à déclencher un feu. Les expérimentations sur les incendies de forêt ou de culture se poursuivirent durant plus d'une année, jusqu'à ce qu'il faille admettre que, même sous des conditions climatiques idéales, la plupart des engins incendiaires ne consumaient que les quelques centimètres entourant le point d'impact. Entre-temps, les défenses allemandes se révélaient relativement faibles. Entre juin et août 1940, la DCA allemande n'abattit pas un seul appareil du Bomber Command. Son effet principal consista à contraindre les assaillants à voler plus haut, dispersant un peu plus les points d'impact. La plupart des écueils du Bomber Command relevaient de l'autodestruction, des forces trop restreintes, un armement incapable de provoquer des dommages notables, l'impossibilité de localiser les objectifs. Cependant, 2 facteurs maintenaient l'offensive en vie. Le premier s'appelait Charles Portal, le nouveau commandant en chef du Bomber Command depuis avril 1940, en remplacement de Ludlow Hewitt. Portal était un officier de carrière discret et compétent, honnête et sans préjugés, selon un ancien collègue. Très peu de bavardage superflu, selon un autre, qui restait profondément convaincu que le bombardement aboutirait à terme à des résultats stratégiques décisifs. Il protégeait jalousement son commandement des critiques et pressions extérieures. En octobre 1940, il fut nommé chef d'état-major de l'air, position depuis laquelle il abrita le Bomber Command pendant des années. Le second facteur tenait à Churchill. En juillet 1940, il écrivit au ministre de la Production aéronautique, Lord Beaverbrook, pour lui exposer sa vision de la manière dont le bombardement pouvait contribuer de façon décisive à abattre Hitler. Mais il y a une chose qui le fera reculer et l'abattra. C'est une attaque absolument dévastatrice et exterminatrice menée par de très lourds bombardiers depuis ce pays sur le territoire nazi. Le choix des mots s'avéra malheureux et alimentera par la suite le débat sur la question de savoir si la campagne de bombardement portait dès l'origine un dessein génocidaire. Il est presque certain que Churchill ne l'envisageait pas ainsi. Il rédigea cette lettre des mois avant le déclenchement du Blitz allemand. Mais cela traduisait son espoir désespéré de voir le bombardement constitué, ainsi que les chefs de la RAF l'avaient affirmé à maintes reprises, un moyen de contraindre Hitler à renoncer à ses projets d'invasion. Le 7 septembre 1940, Hitler autorisa enfin une campagne visant Londres et d'autres cités britanniques. Le Blitz allemand avait commencé. Et bien qu'on rechignât à l'admettre, la RAF avait provoqué cette riposte par ses propres raids de l'été. Apprendre de l'ennemi, le Blitz est la science du feu. Le Blitz allemand sur la Grande-Bretagne entre septembre 1940 et mai 1941 fut, à bien des égards, l'école où le Bomber Command tira ses leçons les plus importantes. Non pas au sens où les Allemands enseignèrent au monde comment terroriser la population. Cela ne fonctionna ni à Londres, ni plus tard à Hambourg, mais parce que les attaques allemandes pouvaient être analysées avec une précision scientifique sur le terrain. Les Allemands attaquaient en formation de centaines de bombardiers concentrés sur un unique objectif. Ils utilisaient des engins incendiaires de manière intensive,
précédé et suivi de bombes à haut pouvoir explosif destinées à abattre les structures, à éventrer les toits et à entraver le travail des équipes de secours. L'effet combiné produisait des incendies massifs qui, dans certains cas, débordaient la capacité des services de lutte contre l'incendie. En septembre 1940, le département de la recherche et des expériences du ministère de l'Intérieur britannique publia une étude détaillée sur les effets des bombes allemandes sur divers types d'objectifs. Stockage de pétrole, usines à gaz, centrales électriques, fabriques d'aéronefs, et parvint à une conclusion qui aurait des conséquences considérables. Il est axiomatique que le feu sera toujours l'agent optimal pour la destruction complète des bâtiments, des usines, etc. Le département recommandait d'employer des bombes à haut pouvoir explosif pour créer les conditions de tirage d'air nécessaires dans les édifices endommagés, suivis de lourdes charges d'incendiaires, complétées par de nouveaux explosifs violents afin de gêner les services d'urgence de l'ennemi. C'était la graine du bombardement de zone. Parallèlement, le scientifique J. D. Bernal dirigea des essais à la station expérimentale de Porton Down, dans le Wiltshire, en utilisant des maquettes de zones urbaines pour étudier comment le vent peut transformer une conflagration maîtrisable en tempête de feu. La section d'interprétation photographique de la RAF fournit des clichés nocturnes pour identifier les facteurs qui accéléraient la propagation du feu. Des architectes allemands émigrés, dont le fondateur du Bauhaus, Walter Gropius, furent recrutés pour confirmer des détails de la construction typique dans le nord-ouest de l'Allemagne. Épaisseur moyenne, des poutres en bois, pouvoir pénétrant des bombes incendiaires standards de 4 livres, densité des sols. La conclusion de toutes ces études fut formulée avec une clarté sinistre dans un rapport du ministère de l'Air. Une maison allemande brûlera bien. Aux États-Unis, les travaux parallèles progressaient dans la même direction. Boris Leiming, le principal expert nord-américain en matière d'incendie dans les pays étrangers, présenta en décembre 1942 un rapport concluant que la seule façon de déclencher une vaste conflagration dans les conditions régnant en Allemagne était d'allumer simultanément de nombreux petits feux sur de larges bandes de territoire urbain lors d'une journée ventueuse et à faible taux d'humidité. Dans les dépôts du service de la guerre chimique dans l'Utah, des expériences furent menées en brûlant différents types de structures. Dans le New Jersey, on testa la pénétration de divers modèles de bombes incendiaires sur des toits simulés de construction allemande. Horatio Bond, ingénieur en chef de l'Association nationale de protection contre l'incendie, passa 4 mois à Londres fin 1942 pour conseiller sur la destruction à grande échelle par le feu. Cette recherche relevait de la science purement appliquée. Ses finalités étaient industrielles et son objet était une ville. Le 14 février 1942, le ministère de l'Air émit une nouvelle directive à destination du Bomber Command. Étant donné que la recherche avait démontré que les frappes précises sur des cibles spécifiques produisaient des résultats insignifiants et puisque la photographie aérienne confirmait que les équipages ne parvenaient pas à localiser leurs objectifs, la directive autorisait à concentrer les attaques sur le moral de la population civile de l'ennemi et en particulier des travailleurs industriels. Les zones bâties des villes allemandes constituaient la cible. Le bombardement de zone était arrivé. Pour commander cette nouvelle offensive, le ministère de l'Air choisit le maréchal de l'air Arthur Travers Harris. Harris prit la tête du Bomber Command le 22 février 1942. Il avait 50 ans, une voix âpre, un jugement d'une cruauté directe et une détermination frisant le fanatisme. Ses subalternes le surnommaient Bomber Harris. Ses détracteurs l'appelaient Butcher Harris. Il préférait ignorer ces 2 sobriquets et se consacrer à bâtir la force qui, selon sa conviction inébranlable, pouvait remporter la guerre à elle seule. Si l'Allemagne supportait la même chose que la Grande-Bretagne, argumentait Harris à plusieurs reprises, elle aurait capitulé bien plus tôt. C'était une affirmation qui occultait commodément l'évidence selon laquelle la Grande-Bretagne n'avait pas capitulé pendant le Blitz. Mais Harris n'était pas homme à se laisser troubler par des faits embarrassants.
Sa première grande démonstration eut lieu dans la nuit du 30 au 31 mai 1942, le premier raid de 1000 bombardiers de l'histoire. L'objectif était Cologne. Pour réunir ce chiffre rond, Harris dut racler les fonds de tiroir des ressources disponibles, y compris les aéronefs et les équipages des unités d'entraînement. Sur les 1046 bombardiers dépêchés, 890 parvinrent jusqu'à la cité et larguèrent 1455 tonnes de bombes en 90 minutes. 41 aéronefs furent abattus, 3800 bâtiments furent détruits et 59 000 autres endommagés. 477 personnes périrent, 145 000 se retrouvèrent sans abri. Harris présenta ce raid comme la preuve définitive que le bombardement massif était viable. L'impact sur l'opinion publique britannique et la presse fut immense. Au Parlement, le Premier ministre Churchill décrivit le raid comme une démonstration de la puissance de la force aérienne. Ce que ses louanges passaient sous silence était ceci. Durant la même période, l'industrie d'armement allemande continuait de croître. Le ministre Albert Speer réorganisa l'économie de guerre avec une efficacité qui compensa largement les dommages causés par les bombardements. Et les Allemands, loin de s'effondrer moralement, réagirent aux attaques avec une discipline et une capacité d'adaptation qui déconcertèrent ceux qui avaient prédit leur écroulement. Le grand débat, les Alliés se réunissent à Casablanca. À midi, le 18 janvier 1943, le vice-maréchal de l'air John Slessor, chef adjoint de l'état-major de la RAF, était assis sur le toit de l'hôtel Anfa à Casablanca, contemplant les longues vagues de l'Atlantique se brisant sur les plages, tout en esquissant un accord de compromis entre les états-majors américains et britanniques concernant l'avenir de la stratégie alliée. Le maréchal Portal lut les notes, modifia quelques mots et ce que Slessor avait griffonné dans son carnet devint, après plusieurs jours de réunion, la base de la directive de Casablanca. Le mandat pour une offensive combinée de bombardiers anglo-américains contre l'Allemagne. La conférence de Casablanca, 14 à 24 janvier 1943, survint à un moment critique. Staline avait décliné l'invitation. Il était trop absorbé par la bataille de Stalingrad et les discussions se concentrèrent sur la stratégie occidentale. Pour les forces de bombardement, le moment décisif était venu. Elles devaient défendre leur stratégie indépendante devant un auditoire de plus en plus sceptique. Churchill exprimait depuis des mois son impatience à l'égard du Bomber Command, et le général Arnold, chef des forces aériennes de l'armée des États-Unis, subissait une pression constante pour démontrer que ces bombardiers basés en Grande-Bretagne servaient à quelque chose de concret. Le problème était le suivant. La RAF et l'USAAF avaient des visions totalement différentes de ce qu'était le bombardement stratégique et de son utilité. Le Bomber Command, sous la direction de Harris, avait adopté comme principe le bombardement de zones, des attaques nocturnes massives contre les zones résidentielles et commerciales des cités allemandes dans le but de détruire les logements, de démoraliser la population laborieuse et de réduire la production industrielle. Harris ne croyait pas aux cibles de précision. Il ne croyait pas que ses équipages puissent les trouver de nuit, et il ne croyait pas non plus que la destruction d'installations spécifiques fût stratégiquement plus précieuse que la destruction générale d'une ville industrielle. Les forces aériennes de l'armée des États-Unis, basées en Grande-Bretagne sous le commandement du général Ira Eaker, possédaient une doctrine radicalement différente. Elles croyaient au bombardement de précision de jour, des formations de Flying Fortress B-17 et de B-24 Liberators attaquant en plein jour des cibles spécifiques, usines de roulements à billes, raffineries de pétrole, fabriques d'avions, en utilisant le viseur perfectionné Norden. La théorie voulait que la destruction des goulets d'étranglement critiques de l'industrie allemande ferait s'effondrer l'économie de guerre sans qu'il soit besoin de raser des villes entières. À Casablanca, un débat supplémentaire faillit détruire la collaboration. Churchill voulait que les Américains abandonnent le bombardement de jour pour passer à des opérations nocturnes sous commandement de la RAF. Il considérait que voler de jour au-dessus de l'Allemagne relevait de l'invitation au désastre. Le général Eaker s'envola personnellement pour le Maroc afin de rencontrer Churchill et de lui présenter une page d'arguments en faveur du bombardement diurne.
lorsque Churchill lut le document à haute voix et arriva à la phrase concernant les attaques à toute heure du jour et de la nuit. Selon les dires d'Hooker lui-même, il savoura les mots comme s'il s'agissait de bouchées exquises. Le lendemain, Churchill avait accepté d'accorder au bombardement de jour une chance provisoire. La directive de Casablanca, document CCS 166 approuvé le 21 janvier 1943, était intentionnellement vague, un ensemble d'intentions pleines d'espoir plutôt qu'un plan clair. Son objectif déclaré était de détruire et de disloquer le système militaire, industriel et économique allemand et de saper le moral du peuple allemand au point que sa capacité de résistance s'en trouve fatalement affaiblie. Le document laissait à chaque force aérienne une liberté considérable pour interpréter la manière d'y parvenir. Harris y lut ce qu'il voulait y voir, un permis de continuer à détruire des cités. Hooker y lut le contraire, la justification d'une campagne de précision contre des objectifs industriels. À grands traits, ces deux lectures étaient correctes, et cela signifiait que l'offensive combinée demeurerait en pratique deux campagnes distinctes menées en parallèle. Le 27 janvier 1943, 3 jours après la fin de la conférence, 59 bombardiers de la 8th Air Force attaquèrent le port de Wilhelmshaven. C'était la première attaque américaine sur le territoire allemand. La campagne de bombardement alliée contre l'Allemagne était officiellement lancée. L'affaire de Hambourg, opération Gomorrah. En novembre 1941, la direction des opérations de bombardement du ministère de l'Air britannique conclut, à la suite d'une étude sur les cibles urbaines dans le nord de l'Allemagne, que Hambourg présentait les meilleures conditions générales pour une attaque incendiaire à grande échelle. La ville était vaste, la deuxième plus importante du Reich. Sa vulnérabilité au feu était exceptionnelle et sa proximité avec les bases aériennes britanniques la rendait accessible avec de substantielles charges de bombes. En février 1942, un mémorandum technique détaillé fut rédigé pour expliquer comment déclencher une conflagration de grande envergure à Hambourg. Le quartier ouvrier, situé au nord de l'Elbe, constituait le secteur le plus densément bâti et, par conséquent, le plus vulnérable. En février 1943, les architectes allemands émigrés qui conseillaient l'équipe RE8 du ministère confirmèrent que les structures types de logements ouvriers dans le nord-ouest de l'Allemagne, des alignements de maisons en briques des 19e et 20e siècles, dotés de planchers en bois et de toits en ardoise, brûlaient exceptionnellement bien. Le 27 mai 1943, Arthur Harris prit la décision. Hambourg serait la prochaine cible principale. L'opération reçut le nom de code de Gomorrah. Pour ce raid, le Bomber Command disposait d'une arme nouvelle, la fenêtre, connue en allemand sous le nom de Duppel et en anglais sous celui de Window. Il s'agissait d'une simple technique de contre-mesures électroniques consistant en des bandes de papier aluminisé de 30 cm de long, conçues pour générer un blizzard de faux échos sur les radars de défense allemands. Cette idée avait été mise au point fin 1941 au Centre de recherche des télécommunications de Malvern, mais son déploiement avait été retardé pendant des mois de peur que les Allemands n'adoptent le même procédé contre le radar britannique. En juillet 1943, les défenses aériennes de la Grande-Bretagne avaient été suffisamment modernisées et Churchill approuva son utilisation le 15 juillet pour l'opération Gomorrah. Dans la nuit du 24 au 25 juillet 1943, 728 bombardiers décollèrent en direction du nord de l'Allemagne. À 80 km de l'objectif, les équipages commencèrent à larguer des paquets de bandes de fenêtres à raison d'un par minute. Les écrans radars allemands se saturèrent d'une pluie de faux échos. Les chasseurs de nuit allemands, guidés depuis le sol par le système Himmelbett, perdirent leur cible. Les projecteurs et la défense anti-aérienne durent improviser un barrage à l'aveugle. En moins d'une heure, 2284 tonnes de bombes s'abattirent sur Hambourg, incluant une moyenne de 17 000 bombes incendiaires par kilomètre carré. 10 289 personnes périrent, soit 3 fois plus que lors de n'importe quel raid antérieur. Mais le pire restait à venir. La dernière semaine de juillet 1943 s'était révélée exceptionnellement sèche et chaude dans le nord de l'Allemagne. Le 27 juillet,
Le thermomètre atteignit 32 degrés Celsius et l'humidité relative chuta à 30%, un niveau anormalement bas pour cette période de l'année. L'absence de pluie durant plusieurs jours avait asséché le bois des édifices et accumulé des matériaux combustibles dans les cours et les greniers. Dans la nuit du 27 au 28 juillet, 729 bombardiers attaquèrent de nouveau. Les Pathfinder, l'unité de guidage de la force, déposèrent leurs balises à plusieurs kilomètres à l'est du centre de Hambourg, mais le gros de la force concentra ses 2326 tonnes de bombes, environ la moitié d'incendiaires, l'autre moitié de bombes à haut pouvoir explosif, sur les quartiers ouvriers densément bâtis de Hammerbrook, Borgfeld, Am-Billwerder, Hohenfelde et Rothenburg-Sort. L'attaque dura un peu plus d'une heure, mais ce qu'elle déclencha ne put être éteint. Les réseaux de distribution d'eau de la ville avaient été endommagés lors du raid précédent. Les équipes de secours luttaient encore contre les brasiers dans l'ouest. Lorsque les milliers de petits feux allumés par les engins incendiaires commencèrent à fusionner en une seule masse ardente, il n'existait plus aucun moyen de les stopper. Le préfet de police de Hambourg décrivit ce qui suivit comme un ouragan de feu contre lequel toute résistance humaine semblait vaine. L'illusion de l'ouragan reposait sur une réalité physique bien réelle. L'ampleur et la chaleur intense de la conflagration engendrèrent une colonne d'air chaud qui s'éleva rapidement à plus de 3 kilomètres au-dessus de la cité. Le vide ainsi créé appela de l'air froid environnant avec une violence atteignant la force d'un ouragan dans la zone sinistrée. Des arbres déracinés, des édifices effondrés, des corps humains aspirés vers les flammes où ils étaient incinérés ou momifiés en l'espace de quelques minutes. Les températures dans la zone du sinistre dépassèrent les 800 degrés Celsius. Dans les milliers de caves et d'abris, l'oxygène fut aspiré vers le haut et les survivants qui s'étaient réfugiés sous terre périrent lentement empoisonnés par le monoxyde de carbone. 18 474 personnes perdirent la vie cette nuit-là. Une superficie de plus de 12 km² fut totalement calcinée. Mais Harris n'avait pas dit son dernier mot. 2 nouveaux raids les 29 et 30 juillet ainsi que le 2 août parachevèrent ce qu'il qualifiait de destruction de Hambourg. Le total cumulé évalué par les autorités de police locales en novembre 1943 s'élevait à 31 647 morts, revu à la hausse en mai 1944 à 38 975, proche du chiffre aujourd'hui admis d'environ 37 000. 900 000 personnes désertèrent la ville. 61% des logements et appartements de Hambourg furent anéantis ou endommagés, de même que 580 installations industrielles et 2632 commerces. Le Bomber Command perdit 87 appareils au cours de l'ensemble de l'opération, soit 2,5% des sorties effectuées, le taux de perte le plus faible pour un raid d'une telle envergure. Les répercussions sur le système de défense aérienne allemand furent profondes. La catastrophe de Hambourg hâta l'abandon de la défense statique incarnée par la ligne Kammhuber, un réseau de secteurs défensifs doté de radars et de chasseurs de nuit coordonnés, au profit de tactiques plus souples. Le général Joseph Kammhuber fut relevé de ses fonctions en novembre 1943. Le ministre Albert Speer inspecta personnellement les ruines et déclara que si les Alliés menaient 6 autres attaques similaires dans des cités différentes, ils pourraient se voir contraints d'interrompre la production d'armement. Les Alliés n'y parvinrent point. Les raisons de cet échec constituent un pan central de ce récit. La bataille de jour, les Américains au-dessus de l'Allemagne. Tandis que Harris consumait des cités de nuit, la 8th Air Force américaine menait une bataille totalement différente en plein jour et elle était en train de la perdre. La doctrine du bombardement de précision diurne reposait sur un postulat. Les formations compactes de B-17 Flying Fortress, dotées de leur armement défensif de mitrailleuses de calibre 50, pouvaient pénétrer l'espace aérien allemand sans escorte de chasseurs et atteindre leurs objectifs avec une précision suffisante pour les détruire. C'était une théorie élaborée dans le cadre contrôlé d'exercices d'avant-guerre, jamais éprouvée au combat réel. Lorsque la 8th Air Force commença à frapper des cibles à l'intérieur de l'Allemagne à l'automne 1943, cette théorie vola en éclats. Le 17 août 1943, le jour même où s'achevait la conquête alliée de la Sicile, 230 bombardiers B-17 attaquèrent les usines de roulements à billes de Schweinfurt
et les chaînes de montage de chasseurs de Ratisbonne. Schweinfurt produisait environ 50% des roulements habiles de l'Allemagne, des composants indispensables à la quasi-totalité de l'appareil militaire du Reich. Ratisbonne abritait la principale usine du chasseur Messerschmitt 109. Cette double opération visait à saturer les défenses allemandes. 60 bombardiers furent abattus. 200 autres rentrèrent endommagés. Près de 600 aviateurs américains trouvèrent la mort ou furent faits prisonniers en une seule journée. Les usines de Schweinfurt subirent de graves avaries, mais reprirent leur production en l'espace de quelques semaines. Le second raid sur Schweinfurt, le 14 octobre 1943, se révéla encore plus catastrophique. 291 bombardiers atteignirent l'objectif. 60 furent abattus, soit plus de 20% de la force, et 138 rentrèrent avec des dégâts si importants qu'ils furent temporairement immobilisés. Sur le plan statistique, un équipage effectuant 30 missions au-dessus de l'Allemagne sans escorte de chasseurs durant cette période affichait une probabilité de survie proche de zéro. Le problème fondamental était d'ordre géographique et technologique. Les chasseurs d'escorte disponibles, principalement le Republic P-47 Thunderbolt, un excellent appareil doté d'une vitesse et d'un armement remarquables, ne possédait pas le rayon d'action nécessaire pour accompagner les bombardiers au-delà des confins de l'Allemagne occidentale. Dès que les Thunderbolts devaient faire demi-tour, les B-17 se retrouvaient seuls face aux chasseurs allemands. Les pilotes de la Luftwaffe avaient rapidement compris que le point faible des formations américaines résidait dans la queue et le ventre, zone où le feu défensif était le moins dense. Depuis son quartier général à Washington, le général Henry Arnold, surnommé Hap Arnold, chef des forces aériennes de l'armée, observait ces chiffres avec une inquiétude croissante. En juin 1943, il avait adressé un télégramme au général Hickel pour lui signifier que le nombre de bombardiers envoyés lors de chaque mission était non satisfaisant et en exigeant le remplacement de ses commandants. C'était une critique injuste. Les pertes découlaient de l'absence d'escorte à long rayon d'action et non d'une incompétence tactique. Mais elle traduisait la pression politique qui pesait sur la campagne. La 8th Air Force devait prouver que le bombardement de précision fonctionnait et à ce moment-là, elle en était incapable. La solution existait déjà, mais personne ne l'avait exploitée à sa pleine mesure. Le North American P-51 Mustang avait initialement été dessiné en 1940 pour répondre à une commande britannique. La RAF l'avait employé dans ses versions initiales dotées d'un moteur Allison avec des résultats mitigés. Toutefois, des ingénieurs britanniques greffèrent un moteur Rolls-Royce Merlin dans le fuselage du P-51, métamorphosant complètement l'avion. Vitesse accrue, plafond opérationnel rehaussé, maniabilité supérieure. Les informations parvinrent à Washington par l'intermédiaire de l'ambassade américaine à Londres et Arnold en saisit immédiatement le potentiel. En novembre 1942, il passa une commande initiale de 2200 unités équipées de moteurs Merlin fabriqués sous licence aux États-Unis. Néanmoins, les P-51 ne entrèrent en service opérationnel au sein de la 8th Air Force qu'en décembre 1943 et en effectif significatif qu'au printemps 1944. Le P-51, muni de ses réservoirs de carburant supplémentaires, était capable de voler jusqu'à Berlin, distant de 1000 km des bases anglaises, et de regagner ses attaches. Il se montrait plus rapide que n'importe quel chasseur allemand à son altitude de croisière et surclassait en combat rapproché le Focke-Wulf 190 ainsi que le Messerschmitt 109. Mais avant que le Mustang n'intervienne en force, la 8th Air Force dut se réorganiser. En décembre 1943, Arnold remplaça Hickel, l'en informant par télégramme, un procédé d'une brutalité qu'Hickel ne cessa de regretter le reste de sa vie, par le général James Jimmy Doolittle, célèbre pour le raid sur Tokyo en avril 1942 et ardent défenseur de l'escorte des bombardiers. Aux côtés du général Karl Toohey Spaatz, qui prit le commandement de l'ensemble des forces aériennes stratégiques américaines en Europe, et du général William Kepner à la tête du Fighter Command, une nouvelle équipe se mit en place, prête à bouleverser radicalement la tactique.
La clé reposait sur un principe simple et totalement révolutionnaire pour la doctrine américaine. Les chasseurs d'escorte ne devaient pas rester collés aux bombardiers pour les escorter passivement, mais partir à la chasse aux appareils de la Luftwaffe pour les abattre. Kepner ordonna à ses pilotes de pourchasser le 1 jusqu'à sa destruction. Le nouveau système de freelance attribuait des escadrons entiers de chasseurs chargés de s'écarter des bombardiers jusqu'à 8 km pour engager le combat. Sur le chemin du retour, il était ordonné aux chasseurs de voler en rase-motte pour mitrailler les aérodromes allemands et détruire les avions au sol. Le piège que la RAF avait su éviter durant la bataille de Grande-Bretagne ordonnait aux chasseurs de demeurer attachés aux bombardiers, réduisant ainsi leur efficacité tactique, était précisément celui dans lequel tombait la Luftwaffe. La Grande Semaine. Annihilation de l'industrie aéronautique allemande. L'hiver 1943 à 1944 fut terrible pour la 8th Air Force. Le temps était constamment mauvais au-dessus de l'Allemagne. Nuages épais, givre, vent en altitude. Et les missions étaient soit annulées, soit transformées en frappes à l'aveugle qui dispersèrent des bombes sur des kilomètres carrés sans toucher les objectifs assignés. Mais ce mauvais temps clouait également au sol les chasseurs allemands, réduisant d'autant les pertes américaines. Durant cette période de calme forcé, Doolittle et Spaatz parachevèrent la réorganisation de leurs forces. Le 19 février 1944, le ciel se dégagea enfin. En l'espace de 7 jours, du 20 au 26 février, la 8th Air Force effectua 6200 sorties contre 18 usines d'assemblage d'avions et 2 fabriques de roulements à billes. L'opération fut baptisée Argument, bien que les journalistes américains la surnommassent la Grande Semaine, Big Week. Le 20 février, premier jour de l'offensive, 880 bombardiers prirent pour cible 12 objectifs majeurs situés à Rostock, Brunswick, Leipzig et dans une demi-douzaine de localités plus modestes. Les pertes s'élevèrent à seulement 15 appareils, soit 1,7% et 4 chasseurs. Au fil des jours, à mesure que la Luftwaffe comprenait la logique des attaques, les pertes augmentèrent pour atteindre, au terme de l'opération, 158 bombardiers de la 8th Air Force et 89 de la 15th Air Force, cette dernière opérant depuis l'Italie sans la moindre escorte. En revanche, la Luftwaffe perdit un tiers de ses chasseurs monomoteurs au cours du seul mois de février, ainsi qu'en théorie près d'un cinquième de ses pilotes de chasse. L'impact sur la production se révéla réel mais partiel. Entre janvier et juin 1944, l'industrie allemande fabriqua 9 255 chasseurs monomoteurs au lieu des 12 667 prévus, soit un déficit de 27%. En février, l'écart atteignit 38,5% par rapport aux prévisions. La dispersion de l'industrie aéronautique à travers tout le territoire du Reich, accélérée par les frappes elles-mêmes, diminua l'efficacité des vagues de bombardement ultérieures. En revanche, le coût porté aux ressources humaines de la Luftwaffe, pilotes et mécaniciens, s'avéra infiniment plus difficile à réparer. En parallèle, Spaatz se mit à promouvoir un objectif que ses économistes lui recommandaient depuis février, le carburant de synthèse. L'Allemagne produisait une part importante de son essence d'aviation par des procédés de synthèse à partir du charbon. Les complexes Fischer-Tropsch de Leuna, Pölitz, Böhlen et d'autres cités du centre et de l'est de l'Allemagne constituaient des installations colossales, hautement complexes et impossibles à dissimuler ou à disperser. Un comité d'analystes de la 8th Air Force avait calculé qu'en frappant ces sites, il devenait possible de contraindre l'armée allemande à consumer ses réserves et d'acculer la machine de guerre à un point de rupture en l'espace de quelques mois. Spaatz fit pression durant des semaines pour obtenir le feu vert sur ses attaques pétrolières, se heurtant à la préférence d'autres commandants pour le plan transport. Des frappes dirigées contre le réseau ferroviaire français en soutien au débarquement imminent en Normandie. Entre-temps, la 15th Air Force, depuis l'Italie, commença à s'en prendre aux champs pétrolifères de Ploiești en Roumanie, officiellement en visant les cours de triage,
mais avec des bombes qui touchaient délibérément les infrastructures de production. Finalement, le 12 mai 1944, Spaatz expédia 886 bombardiers escortés par 735 chasseurs contre 6 immenses complexes pétroliers en Allemagne. La force perdit 46 bombardiers, mais les chasseurs américains abattirent 65 appareils allemands au prix de seulement 7 pertes propres. Dès le lendemain, les renseignements ultra, les messages codés allemands décryptés à Bletchley Park, révélèrent un ordre d'urgence allemand réaffectant toute l'artillerie anti-aérienne disponible à la protection des usines de carburant synthétique. C'était la preuve irréfutable que le coup avait fait mouche. Dans les mois qui suivirent, la production allemande d'essence d'aviation s'effondra. Elle s'élevait à 180 000 tonnes en mars 1944. En juin, elle chutait à 54 000 tonnes. La Luftwaffe fut contrainte de rationner drastiquement l'entraînement, les vols de routine et les patrouilles afin d'économiser le carburant qui lui restait. Combat dans le ciel, la bataille d'Allemagne. L'expression « bataille d'Allemagne » fut forgée par le général Frederick Anderson, adjoint de Spaatz depuis janvier 1944, pour caractériser l'affrontement qui se déroula principalement entre janvier et juin 1944 au-dessus de l'espace aérien du Reich. La lutte pour la suprématie aérienne qui précéda et accompagna le débarquement de Normandie. Les Allemands mesuraient le danger. Le général Erhard Milch, bras droit de Göring au ministère de l'Air, l'avait résumé sans ambages. Le territoire du Reich prime sur le front. Dès l'automne 1943, il avait fait pression en faveur d'une production d'urgence de chasseurs, entériné par la suite avec Albert Speer au sein de l'organisme dit « État-major des chasseurs », Jägerstab, institué le 1er mars 1944, ainsi que pour une réorganisation en profondeur de la défense aérienne. En décembre 1943 fut créée la flotte aérienne du Reich, Luftflotte Reich, placée sous le commandement du colonel-général Hans-Jürgen Stumpf avec pour mission de coordonner l'ensemble des opérations défensives face aux bombardiers alliés. Le problème allemand ne résidait pas dans un déficit d'appareils. Entre janvier et juin 1944, l'industrie germanique fabriqua 9 489 chasseurs. Le talon d'Achille tenait au fait qu'elle produisait des avions moins vite qu'elle n'en perdait. Durant cette même période, les pertes de la Luftwaffe sur tous les fronts s'élevèrent à 137% de l'effectif théorique, 6 259 aéronefs détruits au combat et 3 608 accidentés. Mais la statistique la plus alarmante concernait le personnel navigant. Le cycle de formation d'un pilote de chasse allemand était passé de 210 heures en 1942 à 112 heures en 1944. L'entraînement opérationnel avait quant à lui chuté de 50 à 20 heures. Des novices inexpérimentés rejoignaient les escadrons de première ligne, n'ayant à leur actif qu'une poignée d'heures de vol sur le type d'appareil confié. De surcroît, les vétérans rapatriés du front de l'Est, rompus au combat à basse altitude en binôme ou en formation lâche de 4, peinaient cruellement à s'adapter au type de combat aérien rapproché, dogfight, mené par des adversaires hautement qualifiés au-dessus de l'Allemagne. Le général Adolphe Galland, inspecteur de la chasse, décrivit cette déliquescence progressive avec une lucidité brutale dans son mémorandum de novembre 1944. Ces pilotes engageaient le combat en formation de 30, 50, voire 60 appareils, mais chaque pilote se battait au petit bonheur la chance. Résultat, chacun d'eux était abattu au petit bonheur la chance. La tactique américaine avait radicalement muté depuis l'ère Dicker. Doolittle et Kepner avaient inversé les priorités. Les chasseurs d'escorte ne devaient plus escorter passivement les bombardiers, mais traquer et anéantir les chasseurs ennemis. Là où les P-47 volaient auparavant en patrouille serrée, sacrifiant vitesse et maniabilité, ils évoluaient désormais en avant, sur les flancs, au-dessus et au-dessous, en section de 4, libres de fondre sur toute cible allemande croisée en chemin. Sur le chemin du retour,
les pilotes piquaient en rase-motte pour mitrailler aérodromes, trains, convois et tout ce qui arborait une croix noire. Un officier pilote de chasse allemand capturé livra ses impressions à ses interrogateurs. Lorsque nous arrivions en nombre, c'était la confusion totale. Chaque pilote agissait pour son propre compte, sans la moindre coordination. Les Américains nous encerclaient, nous isolaient et nous abattaient un par un. Heinz Knocke, un pilote allemand rescapé, publia après le conflit un journal de combat saisissant qui documentait le cauchemar quotidien du printemps 1944. En une seule journée, il fut touché à 2 reprises, vit ses 2 ailiers s'écraser et dut emprunter un 3e appareil de remplacement qui fut pulvérisé au sol lors d'une attaque en piqué. À la tombée de la nuit, il ne restait plus que lui et un seul autre pilote dans la salle des opérations de son escadron. Les chiffres témoignent de cette hécatombe. En avril 1944, la 8th Air Force perdit 422 bombardiers lourds, soit 25% de ses effectifs totaux. Mais la Luftwaffe dut sacrifier 43% de sa force de chasse au cours du même mois. Et tandis que les Américains comblaient leur vide grâce au flux ininterrompu d'avions et de pilotes acheminés à travers l'Atlantique, l'Allemagne en était incapable. La suprématie aérienne alliée au-dessus du Reich, une chimère 3 ans plus tôt, se trouva définitivement acquise vers juin 1944, au moment précis où le débarquement de Normandie la rendait plus indispensable que jamais. L'historien de la Luftwaffe, le général-major Hans Detlev von Roden, formula dans une analyse d'après-guerre la conclusion que ses chefs avaient toujours refusé d'admettre. L'Allemagne a perdu la bataille pour la maîtrise de l'air. La société sous les bombes, l'Allemagne résiste. Lorsque le général américain Frederick Anderson parcourut en jeep les zones capturées de l'Allemagne occidentale au printemps 1945, son journal intime devint un catalogue du lexique de la dévastation. Mayence, une coquille luisante, Darmstadt, un désastre, Francfort, presque entièrement sans toit, on dirait Pompéi en plus grand, Ludwigshafen, spectacle effroyable, fantastique. Arrivé dans la Ruhr, le langage lui manqua. Düsseldorf, même plus un fantôme. Les décombres commencent tous à se ressembler. Cologne, indescriptible. On éprouve un sentiment d'horreur. Rien, absolument rien n'est resté. Mais comment vivait-on sous cet enfer ? Dès 1935, le gouvernement nazi avait mis en place l'une des structures de protection civile les plus élaborées de l'Europe d'entre-deux-guerres. Le Reichsluftschutzbund, la Ligue de protection contre les attaques aériennes du Reich, comptait 15 millions de membres en 1939, puis 22 millions en 1942, soit environ un quart de la population. La protection civile constituait une obligation communautaire codifiée par la loi. Le manquement au règlement de défense anti-aérienne pouvait entraîner des amendes ou une peine d'emprisonnement. Le système reposait sur le concept du Selbstschutz, l'autoprotection. Chaque bloc d'appartements devait disposer de sa propre organisation de défense, pourvue d'un matériel attitré, de voies d'évacuation et d'une cave ou d'un sous-sol aménagé en abri anti-aérien. Chaque foyer était tenu de conserver une corde, un tuyau d'incendie, des échelles, une trousse de premiers secours, des seaux de sable, des réserves d'eau, une hache et une pelle. Ce n'était pas facultatif. Les Luftschutzwarte, les veilleurs civils, disposaient du droit légal de réquisitionner les voisins pour faire face aux situations d'urgence provoquées par les bombardements, y compris pendant que l'attaque se poursuivait. Cependant, ce système, pour impressionnant qu'il fût sur le papier, présentait des limites critiques que l'intensification des bombardements alliés mit en lumière une à une. En 1939 à 1940, les abris publics étaient cruellement insuffisants. À Hambourg, en septembre 1939, les abris publics ne pouvaient accueillir que 7000 personnes pour une population de 1,7 million d'âmes. À Münster, cible potentielle des bombardiers, les places en abri public ne couvraient en avril 1940 que 3,3% de la population.
Quant aux caves domestiques, l'alternative, leur qualité variait considérablement. Certaines formaient de vastes souterrains sous les immeubles, d'autres n'étaient qu'un simple débarras ou un couloir exigu. La réponse de l'État se révéla lente et inégale. Les régions situées hors de la zone 1, les 94 villes industrielles les plus menacées, bénéficièrent de peu de subventions étatiques pour les travaux de protection. Le ministère de l'Air rejetait systématiquement les demandes d'investissement en matière de défense civile en dehors des zones prioritaires. L'évacuation des civils constitua un autre point faible. En octobre 1939, Göring annonça qu'aucun déplacement assisté des populations des zones menacées n'aurait lieu. Il fallut attendre octobre 1940, soit plus d'1 an après le déclenchement du conflit et 6 mois après le début des raids britanniques, pour que les premiers convois d'enfants quittent Berlin pour la campagne. Même alors, le régime préféra présenter l'opération comme une extension du programme de vacances à la campagne, Kinderlandverschikung, destiné aux citadins plutôt que d'admettre que la capitale était la cible de bombardements. Les rapports de sécurité du Sicherheitsdienst, le service de renseignement intérieur de la SS, renvoyaient une image nuancée du moral sous les bombes. Après les premiers raids de l'été 1940, la population garda son calme, sauf là où les sirènes avaient fait défaut. Mais dans les secteurs de la Ruhr les plus durement frappés en 1943, les rapports décrivaient des habitants abattus et nerveux, tandis que des rumeurs exagérées de destruction circulaient dans toute la zone épargnée. Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Reich, ordonna à la presse de bannir le terme « état d'esprit » pour qualifier les dispositions de l'opinion publique, lesquelles pouvaient de toute évidence s'avérer très changeantes, et d'exiger qu'on ne traite que d'un « moral élevé ». L'État nazi parvint néanmoins à accomplir plusieurs tâches avec une remarquable efficacité. L'approvisionnement alimentaire se maintint jusqu'à un stade très avancé de l'année 1945. Les services essentiels étaient remis en état avec une rapidité surprenante après chaque raid. Quant au réseau ferroviaire, cible prioritaire des Américains, il était saboté, endommagé, rafistolé et rétabli selon des cycles qui, durant de longs mois, se maintinrent à un rythme n'altérant pas totalement la viabilité du système. Une explication majeure du décalage entre l'ampleur des destructions et l'effondrement escompté fut avancée par l'économiste hongrois Nicholas Kaldor, membre de l'équipe d'analyse de l'enquête stratégique sur les bombardements aux États-Unis, USSBS. L'économie allemande disposait d'un matelas considérable, des réserves de capacité de production, de main-d'œuvre et de matières premières, qui lui permit de compenser ce que les bombes détruisaient pendant de longs mois avant que la rupture ne devienne manifeste. La conquête de la majeure partie de l'Europe continentale lui avait octroyé l'accès à des ressources colossales. 119 milliards de marks au titre des contributions des territoires occupés. 7,9 millions de travailleurs forcés et de prisonniers de guerre employés à l'intérieur de l'Allemagne, ainsi qu'une estimation de 20 millions d'individus travaillant sous la contrainte dans les pays conquis. Ce ne fut que lorsque les attaques américaines ciblant le pétrole et les transports, amorcées sérieusement en mai 1944, frappèrent simultanément 2 secteurs dépourvus de tout matelas de substitution aisée que l'effondrement devint effectif. Dresde, février 1945, l'incendie qui a tout changé. Le 13 février 1945 au soir, la ville de Dresde ne disposait d'aucune sirène d'alerte aérienne en état de marche. L'artillerie lourde avait été transférée sur le front de l'Est. Les chasseurs de nuit disponibles avaient été attirés ailleurs par un raid de diversion. Et la cité regorgeait, totalement submergée, de réfugiés fuyant vers l'ouest face à l'avancée de l'armée rouge. Parfois surnommée la Florence de l'Elbe, en raison de son extraordinaire patrimoine architectural, le Zwinger, la Frauenkirche, la Semperoper, des kilomètres de baroque en grès doré, Dresde figurait également au 22e rang des priorités d'objectifs du ministère britannique de la guerre économique, avec un score clé de 70 points.
Jusqu'alors, Harris l'avait épargné, en partie en raison de son éloignement des bases du Bomber Command, et en partie parce qu'elle ne recelait aucune industrie directement liée aux plans successifs de bombardement. L'origine de la décision de frapper Dresde remonte à Churchill. En janvier 1945, le Premier ministre écrivit au secrétaire d'État Haller pour s'enquérir de l'existence de projets visant à bombarder Berlin et sans doute d'autres grandes villes de l'Est de l'Allemagne afin de soutenir la progression soviétique. La réponse du général Norman Bottomley, adjoint du chef d'état-major de l'air, au maréchal Harris, égrenait une liste de cités, incluant Dresde, Leipzig et Chemnitz. Bottomley soumit lui-même un mémorandum au chef d'état-major décrivant l'objectif sous l'angle du soutien aux soviétiques. Les villes de l'Est de l'Allemagne constituaient des plaques tournantes pour les troupes et les réfugiés, et leur destruction pourrait bien aboutir à l'installation d'un état de chaos dans les lignes ennemies. Lors de la conférence de Yalta, 4 à 11 février 1945, la délégation soviétique convint d'une zone de limitation à l'est de l'Allemagne où les forces occidentales et soviétiques pouvaient opérer librement. Dresde se trouvait dans cette zone. Le 8 février, le chef émit des instructions opérationnelles formelles enjoignant au Bomber Command et à la 8th Air Force d'attaquer les cités de l'Est de l'Allemagne. Dans la nuit du 13 au 14 février 1945, 796 Lancaster du Bomber Command frappèrent en 2 vagues successives, déversant 2646 tonnes de bombes, dont 1181 tonnes d'incendiaires. La première vague se révéla moyennant efficace. La seconde, profitant d'une visibilité parfaite et d'une cité déjà embrasée par les premiers feux, concentra ses frappes avec une précision exceptionnelle sur le centre historique. La faible humidité d'un froid hivernal sec, combinée à la concentration massive d'engins incendiaires sur le tissu urbain en bois du vieux centre, déclencha une nouvelle tempête de feu. Les flammes consumèrent 15 km², une superficie supérieure à celle détruite à Hambourg. Les registres de la police de Dresde estimèrent le nombre de morts à environ 25 000, un chiffre confirmé en 2010 par une commission historique mandatée par la municipalité. Sur 220 000 logements, 75 000 furent anéantis. Le lendemain, la 8th Air Force mena son premier raid contre les gares de triage de la ville, mais les fumées de la veille obscurcirent la cible et 700 tonnes de bombes saccagèrent de nouvelles rues. Dans l'après-midi, 210 B-17, incapables d'atteindre leur objectif pétrolier principal, larguèrent à l'aveugle 461 tonnes supplémentaires. En moins de 24 heures, près de 4000 tonnes de bombes s'étaient abattues sur Dresde. 2 jours plus tard, un officier de la RAF au Chaef tint une conférence de presse évoquant le bombardement délibéré de cités pour engendrer la panique et briser le moral. Le journaliste de l'Associated Press, Howard Cowan, transmit un article qui passa la censure du Chaef et le 18 février, la presse américaine annonçait que les Alliés avaient adopté le bombardement de terreur délibéré. Le général Arnold dut orchestrer une campagne pour persuader le public américain que Dresde avait été visé en tant que centre de communication crucial. Goebbels avait ajouté un 0 au bilan provisoire des victimes, propageant via la presse neutre le chiffre fantaisiste de 250 000 morts. Le comité des restrictions de bombardement à Londres reprit ce chiffre, déclenchant une vive polémique l'accusant de se faire le porte-voix de la propagande allemande. Le 28 mars 1945, Churchill adressa un mémorandum à Portal, son propre chef d'état-major de l'air, s'indignant que le bombardement mené dans le seul but d'accroître la terreur, bien que sous d'autres prétextes, dut être réexaminé. Il exigeait que l'effort se concentre sur le pétrole et les transports, conformément aux directives stratégiques, plutôt que sur de simples actes de terreur et de destruction gratuite. Informé par Bottomley, Harris réagit avec indignation, soutenant que le bombardement des villes s'était toujours avéré militairement fondé puisqu'il raccourcissait le conflit et épargnait des soldats alliés. Portal persuada Churchill d'adoucir le ton de son mémorandum à l'intention des chefs d'état-major.
Cet épisode, incluant le spectaculaire revirement de l'architecte de l'offensive aérienne, fut totalement gommé de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale que Churchill publia après la guerre. Le bombardement stratégique de zone se poursuivit plusieurs semaines durant, indifférent aux états d'âme passagers d'un Premier ministre. Le 23 février, le Bomber Command frappa la petite ville de Pforzheim avec une telle précision, larguant les bombes depuis 2400 mètres seulement au lieu des 5500 à 6000 mètres habituels, que l'incendie ravagea 83% de la zone urbaine et tua environ 17 600 personnes, le troisième bilan le plus lourd de la guerre en Europe, bien qu'il ait toujours été éclipsé par Dresde. Le 11 mars, plus d'1 millier de bombardiers déversèrent 4 661 tonnes sur les ruines désertées d'Essen, quelques heures avant l'arrivée des troupes américaines. Du 16 au 17 mars, 1127 tonnes de bombes rayèrent de la carte la petite cité médiévale de Würzburg, faisant entre 4 000 et 5 000 morts et détruisant 89% de la ville. Le briefing des équipages s'accompagnait de cette note. Le centre devrait faire un bel incendie. La directive qui, pour la première fois depuis février 1942, n'incluait plus les zones industrielles ou le moral comme objectif spécifique, fut transmise à Harris le 16 avril 1945. 3 semaines plus tard, l'Allemagne capitulait. Le prix, équipage, pilote et l'arithmétique de la mort. 135 000 personnes ont servi au sein du Bomber Command tout au long du conflit. 41% d'entre elles ont péri. Ce chiffre n'a rien de métaphorique ou d'approximatif. C'est celui qu'a calculé le maréchal Harris lui-même au lendemain des hostilités et que confirment les registres du ministère de l'Air. En valeur absolue, 47 268 tués au combat ou décédés en captivité. À cela s'ajoutent 8 195 morts dans des accidents, le total de 55 500 décès, toutes causes confondues, a représenté 54,7% de l'ensemble des pertes mortelles de la RAF pendant la guerre. La grande majorité de ces effectifs étaient constitués de jeunes hommes âgés de 19 à 25 ans, pour beaucoup issus des programmes d'entraînement du Commonwealth. Le contingent non britannique le plus important fut canadien. Sur le total des pertes en vies humaines, 9 919 étaient des Canadiens ayant servi dans le Bomber Command. Au total, les pertes d'appareils du Bomber Command, toutes causes confondues, s'élevèrent à 16 454 machines. Les statistiques américaines dressent un tableau différent mais tout aussi implacable. Les pertes de bombardiers lourds de la 8th Air Force face à l'Allemagne entre 1942 et 1945 s'élèvent à 10 152 aéronefs. Le nombre de tués américains au combat sur l'ensemble du théâtre européen atteignit 30 099. Pour replacer ces chiffres dans la réalité du combat individuel, un équipage de Lancaster, entamant ses missions au printemps 1943 avec l'objectif d'accomplir les 25 rotations exigées pour achever un cycle, tour, d'opération, après quoi les aviateurs étaient affectés dans des centres d'instruction pour une période, disposait d'une probabilité statistique de survie inférieure à 30%. Ce cycle fut étendu à 30 missions, avant que ne soit abandonnée toute limite automatique de rotation vers les États-Unis. Durant la période de la bataille de Berlin, novembre 1943 à mars 1944, le taux d'attrition du Bomber Command fut tel que les nouveaux équipages avaient mathématiquement moins de chances de survivre qu'un officier d'infanterie de la Première Guerre mondiale. Les aviateurs vivaient au quotidien avec cette épée de Damoclès. La qualification médicale de manque de fibre morale, lack of moral fibre, LMF, fut notifiée dans 2726 cas durant le conflit. Un chiffre dérisoire au regard de ceux qui, nuit après nuit, s'asseyaient dans la salle d'alerte, noués par la peur au ventre, avant de grimper malgré tout à bord de leurs appareils. À bord, les conditions de vol relevaient du calvaire physique et psychologique. Les bombardiers lourds évoluaient entre 6 000 et 8 000 mètres d'altitude, là où la température extérieure avoisinait les 45 degrés sous zéro. Les combinaisons chauffantes électriques pouvaient tomber en panne.
Les tourelles de tir étaient exposées en permanence au courant d'air glacial. Les circuits d'oxygène risquaient de geler ou de s'épuiser. Un pilote qui tournait la tête trop brusquement risquait de perdre connaissance. Au-dessus de la zone cible, les appareils devaient impérativement faire, tandis que la DCA saturait le ciel et que les chasseurs de nuit tâchaient de s'isoler pour frapper. Et une fois l'épreuve passée, il fallait encore retrouver le chemin du retour à travers des centaines de kilomètres de ténèbres. Le général américain Doolittle écrivit dans une note adressée à Arnold, à l'été 1944, « L'équipage d'un bombardier qui rentre d'Allemagne avec un appareil endommagé, des blessés à bord et juste assez de carburant pour se poser sur un terrain de déroutement ne sont pas des héros. Ce sont des travailleurs qui viennent d'accomplir une journée de labeur extraordinairement éprouvante. C'est cela, le standard de l'ordinaire dans ce commandement. Le bilan final. Qu'a apporté le bombardement? En août 1944, le général Spaatz demanda à ses commandants d'accélérer la défaite et la capitulation de l'Allemagne afin qu'un comité spécial puisse évaluer l'efficacité réelle de la campagne de bombardement en Europe et appliquer ses conclusions au théâtre du Pacifique. L'idée d'une analyse scientifique rigoureuse avait germé au printemps 1944 et avec le soutien enthousiaste du général Arnold, elle aboutit à la création de l'enquête stratégique sur les bombardements des États-Unis, USSBS, officiellement instituée le 3 novembre 1944. Placée sous la direction de Franklin Dollier, président de la Prudential Life Insurance Company, l'organisation s'appuya sur 300 civils et 850 militaires. Ses conclusions, nourries de centaines de rapports et d'interrogatoires menés auprès des principaux dignitaires nazis capturés, bouleversaient l'effondrement allemand. Le maréchal Erhard Milch, adjoint de Göring, associait quant à lui les usines d'essence synthétique et le réseau ferroviaire comme les cibles absolues. Le général Adolf Galland, dernier commandant de la hongrois Nicolas Kaldor, responsable de l'analyse économique au sein de l'USSBS, calcula que les frappes de zone avaient entamé le potentiel productif allemand de 2,5% en 1942, de 9% en 1943 et de 17% en 1944. Et puisque la production industrielle du Reich n'avait cessé de croître dans l'intervalle, triplant entre 1941 et 1944, l'effet net s'était soldé par un ralentissement de la croissance et non par son anéantissement. Le rapport général de l'USSBS identifia clairement 3 facteurs décisifs. La neutralisation de la Luftwaffe au-dessus du Reich, les frappes contre le carburant de synthèse et la mise hors service du réseau ferroviaire. La portée du premier point mérite d'être soulignée. La lutte pour la suprématie aérienne, ce qu'Anderson qualifiait de « bataille d'Allemagne », ne fut pas seulement la condition préalable permettant aux bombardiers d'opérer à moindre coût. Elle constitua en soi l'une des victoires militaires majeures du conflit. Elle contraignit la Luftwaffe à rapatrier 81% de ses chasseurs sur le front occidental pour protéger le ciel du Reich dès octobre 1944, dégarnissant dramatiquement les fronts de l'Est et de la Méditerranée lors de phases cruciales des combats terrestres. La défense anti-aérienne allemande mobilisa 889 000 personnes en 1944, engloutit 1/5 de toute la production de munitions, la moitié de l'industrie électronique et 1/3 du matériel optique du pays. Autant de ressources soustraites aux combats en Russie, aux plages de Normandie ou au théâtre méditerranéen. Les attaques contre le secteur pétrolier, amorcées le 12 mai 1944, firent chuter la production d'essence d'aviation de 180 000 tonnes par mois en mars 1944 à 54 000 tonnes en juin, avant de sombrer plus bas encore. Fin 1944, la Luftwaffe disposait d'un surplus de pilotes et d'appareils cloués au sol par la pénurie de carburant. Les offensives contre les transports, soutenues par le général Tedder et le scientifique Solly Zuckermann, réduisirent les réserves de charbon des chemins de fer allemands à seulement 11 jours en novembre 1944, puis à 5 jours en décembre. Le trafic ferroviaire global chuta de 46% entre septembre 1944 et janvier 1945. Le canal Mittelland, artère vitale entre la Ruhr et l'Allemagne centrale, fut neutralisé des semaines durant.
L'économie du Reich s'effondra par rupture de flux, non par manque de capacité brute. Mais la question la plus troublante soulevée par ce bilan ne concerne pas ce qui a fonctionné, mais ce qui s'est révélé superflu. Entre septembre 1944 et mai 1945, les 8 derniers mois de la guerre, le Bomber Command, la 8th Air Force et la 15th Air Force cumulèrent les 3/4 du tonnage total de bombes larguées du conflit contre une Allemagne dont la résistance s'étiolait manifestement. Près de la moitié des civils allemands tués par les bombes de toute la guerre périrent durant cette seule période. Dans ces dernières semaines, le Bomber Command cibla des villes secondaires n'ayant jamais revêtu d'importance stratégique majeure, Würzburg, Pforzheim, Hildesheim, Paderborn. Certaines abritaient de modestes gares de triage ou de petites usines. Beaucoup n'étaient que des agglomérations épargnées jusque-là. Dans son crépuscule, la directive de zone était redevenue ce qu'elle n'avait jamais cessé d'être, la destruction des villes pour la destruction elle-même, habillée de justifications stratégiques de plus en plus artificielles. L'économiste John Kenneth Galbraith, membre de l'équipe de l'USSBS, écrira plus tard dans ses mémoires que les heures de travail, les appareils et les munitions investis dans la campagne de bombardement avaient coûté à l'économie américaine davantage de production qu'il n'en avait détruit en Allemagne. Si le détail de l'affirmation prêtait à discussion, elle pointait vers une vérité plus profonde. La guerre aérienne ne fut point un scalpel chirurgical. Elle s'avéra une force titanesque partiellement aveugle, qui mit des années à identifier ses cibles réelles, fauchant en attendant des centaines de milliers de vies dans les mauvaises villes.